temps. C'étaient d'anciens professeurs de français, des hommes d'affaires. À l'époque, il n'y avait pas de professionnels du renseignement aux États-Unis, ou peu. En effet, notre service de renseignement, l'OSS, n'a été créé par le général Donovan qu'à notre entrée en guerre. C'étaient des amateurs, pas des professionnels. Des anciens officiers de la Première Guerre mondiale, recrutés par le département d'État. Mais on est avant Pearl Harbor, et quand les Américains veulent savoir quelque chose, ils s'adressent aux Britanniques. Mais les Britanniques, eux, n'ont personne, en dehors de Rigord, il s'entend. C'est lui qui les informe, et notamment du détournement de l'aide américaine au profit des Allemands. Important transport de pétrole et d'huile américain pour Rommel. Je répète, Rommel, en Libye. Stop. SS Krumir quitte Alger avec chargement de latex pour l'Allemagne. Stop. Les Allemands ont mis les Américains sur écoute. Ils lisaient toutes les correspondances entre Murphy et les officiers français. Par exemple, l'accord avec Weygand et toutes ses ramifications ont été lus par les Allemands. C'était la raison pour laquelle Pétain a rappelé Weygand en France. Weygand a été rappelé par Pétain en novembre 1941. La situation se dégrade et la répression s'intensifie. La propagande omniprésente de Vichy s'étale partout dans les rues et écouter la BBC devient passible de sévères amendes. Enfin, l'administration se débarrasse de toute personne soupçonnée d'être anti-Vichy. Vichy was trying to keep the Germans from taking over the entire police function, and so they were fighting the resistance. Vichy veillait à ce que les Allemands ne prennent pas tous les pouvoirs dans la police. Pour garder sa souveraineté, c'est Vichy qui traquait les résistants. C'est comme ça que c'est devenu un État de plus en plus policier. Et le gouvernement de départ, le gouvernement du renouveau, a disparu. By the way, monsieur, last night you evinced an interest in Signor Ugarte. Yes? I believe you have a message for him. Nothing important, but may I speak to him now? You would find the conversation a trifle one-sided. Signor Ugarte is dead. I'm making out the report now. We haven't quite decided whether he committed suicide or died trying to escape. Il faut parer à toute éventualité. Je ne pars plus de chez moi sans laisser des instructions sur ce qu'il faut faire si je ne reviens pas. Novembre est un mois fatal pour le renseignement polonais. L'ami intime de Rigord, Armand, chef du réseau d'espionnage polonais interallié à Paris, est arrêté, dénoncé par sa plus proche collaboratrice, Mathilde Carré, dite La Chatte. Le réseau est démantelé par les Allemands. Tudor part se cacher à Marseille. À son tour, le principal spécialiste naval de Rigord, nom de code Doctor, se fait alors capturer par la police de Vichy. Rigord ne passe pas non plus entre les mailles du filet. Le 26 novembre 1941, nous sommes réveillés par le directeur de l'hôtel. Il nous informe que 2 messieurs m'attendent dans le hall pour me parler. Une visite aussi matinale n'augure rien de bon. J'essaie de faire bonne figure, encourageant Zofia à rester calme et tentant de la convaincre que tout va bien se passer. Par le plus grand des hasards, Rigord est incarcéré dans une cellule surpeuplée où il retrouve Doctor. Doctor me dit qu'il a été interrogé par le commissaire spécial Léonard de Marseille, responsable de l'enquête. Nous accordons nos versions. Il m'indique également que tous les inspecteurs locaux sont anti-allemands et que c'est pour leur chef à Chiari que j'ai reçu un mot de passe à Marseille. Je passe la première nuit sur un matelas à même le sol de la salle commune et reste longtemps éveillé. Mon arrestation, ma rencontre avec Doctor,
et l'interrogatoire m'ont mis les nerfs en pelote. Zofia a-t-elle réussi à se débarrasser des livres de chiffrage? Dans de tels moments, je m'efforce de puiser dans mon expérience pour deviner d'où la prochaine menace va surgir. Jusqu'ici, j'ai eu de la chance. J'espère que cela va continuer. Comment savoir si l'on peut faire vraiment confiance à Hatchari? L'heure n'est plus aux hésitations. Rigor joue quitte ou double. Je lui pose directement la question. Monsieur le commissaire, vous connaissez ce mot de passe? Je viens de la chambre numéro 5 de l'hôtel Albert Ier. Hatchari me regarde avec un mélange d'angoisse et de stupéfaction. Oui, je le connais. Plantant mes yeux droits dans les siens, je lui dis « Je suis le chef des services des renseignements alliés sur le territoire d'Afrique du Nord. » Le pari est payant. Rigor est libéré et André Hatchari, vrai résistant à l'époque, devient dès lors un atout précieux de l'Agence Afrique. Et bientôt l'un de ses agents. Hatchari, c'était une figure. Il travaillait, il était anti-allemand, anti-nazi, convaincu. Il faisait son travail de BST, c'est un fonctionnaire d'État, mais au fond de lui-même, il voulait quand même faire quelque chose pour son pays et puis faire quelque chose pour les Alliés. André Hatchari fait probablement des gens qui ont épousé la cause de la France libre ou qui ont voulu suivre De Gaulle, mais qui n'ont pas pu. Ça n'est pas si simple que ça, hein, d'établir le... Ou quelquefois, quand ils ont pensé établir un contact, c'était pas avec les services du BCRA, hein, les services de renseignement de la France libre, mais avec les services anglais. Et d'aucuns, même sur place, fournissaient des renseignements sans savoir toujours à qui les fournissait. Ici, Londres. Vous allez entendre les informations en français. Souvent, les agents exigent qu'on leur garantisse qu'ils travaillent pour De Gaulle et pas pour les Anglais. Qu'on soit alliés et qu'on serve la même cause n'y change rien. Pour avoir confirmation, ils demandent à entendre leur message au milieu des transmissions du service français de la BBC depuis Londres. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. C'était le seul lien qu'ils avaient avec le monde libre, qu'ils avaient également avec De Gaulle, parce qu'ils savaient qu'ils ne savaient pas grand-chose, mais ils savaient au moins que De Gaulle était à Londres. Et la BBC servait également à donner une caution morale aux résistants qui entraient dans le réseau Afrique. Rigor a demandé expressément à la BBC de placer un message spécial dans une de leurs émissions pour confirmer que c'était bien les Français libres qui recevaient les renseignements. En fait, le destinataire n'était pas la France libre, mais le service de renseignement anglais, le SIS. Le SIS a fait en sorte que la BBC diffuse les messages demandés par Rigor sans que De Gaulle le sache. Quand il l'a appris, De Gaulle, bien sûr, était furieux. Rigor est convaincu que les relations entre le renseignement polonais et le BCRA gaulliste sont excellentes. La centrale polonaise à Londres se garde bien de le contredire. En réalité, les rapports entre les deux services sont inexistants. Concernant l'Agence Afrique, la centrale du renseignement polonais a un rôle de transmission et de traduction. Les messages de Rigor sont exclusivement envoyés aux Britanniques qui tiennent à conserver leur indépendance vis-à-vis du général de Gaulle. Ils veulent avoir les mains libres pour décider seuls de leur stratégie militaire. Si les Britanniques brillent par leur absence en Afrique du Nord, ce sont bel et bien eux qui tirent les ficelles, mais en coulisses. Dans le film Casablanca, la Grande-Bretagne est aussi la grande absente, alors que pour beaucoup, c'est le seul pays à faire la guerre à l'époque. Mais ça ne va pas durer.
Yes, boss. It's December 1941 in Casablanca. What time is it in New York? What? My watch stopped. I bet they're asleep in New York. I bet they're asleep all over America. Il dormait bel et bien quand les bombardiers japonais ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941. L'entrée des Américains dans la guerre donne désormais au conflit une ampleur mondiale. Et pour Rigor, ça change les choses. Il a enfin des alliés sur place. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, je rencontre John Boyd et John Knox, deux vice-consuls auxquels je me présente comme Monsieur Roger. Je leur laisse entendre que mon réseau de renseignements couvre toute l'Afrique du Nord. Ils se proposent immédiatement de m'aider à faire parvenir les documents volumineux au consulat britannique de Tanger grâce à leur valise diplomatique. Quand je lui remets mon deuxième envoi, M. Boyd me fait savoir que selon les ordres du département d'État, la serviette contenant les documents doit lui être remise ouverte et non scellée. Je suis bien sûr mécontent du tour que prennent les choses. Mais je n'ai pas le choix et ne peux que m'incliner. Mais l'extension du conflit a aussi d'autres conséquences en Afrique du Nord. Alors que l'on pensait que la situation n'allait pas durer, que la Grande-Bretagne serait vaincue et qu'un traité de paix ramènerait tout à la normale, voilà que la guerre s'amplifie. Vivres et chauffages commencent à manquer. Même le vin devient difficile à trouver. Seul le marché noir prospère. Vichy déçoit de plus en plus. L'exaspération monte. Dans Casablanca, le message est clair. L'esprit de la Révolution française n'est pas compatible avec Vichy et les Français ne sont pas tous des collaborateurs dans l'âme. Ce dont ils ont besoin en Afrique du Nord, c'est d'un leader pour les galvaniser. Dans le film, c'est Laszlo, le résistant. En réalité, de tels meneurs d'hommes sont rares en Afrique du Nord. La résistance y est marginale et désunie. L'Afrique du Nord était probablement la partie la plus pétainiste de l'Empire. Les colonies sont toujours nationalistes et conservatrices parce qu'elles se sentent menacées. Et l'Afrique du Nord était particulièrement anti-gaulliste et pro-Pétain. Je suis sûr qu'il y avait un ou deux gaullistes là-bas, mais ils étaient extrêmement rares. Et sont des gens qui, de toutes obédiences politiques et d'horizons très différents. Henri d'Astier de la Vigerie, qui est contacté par une famille de juifs d'Oran et Carcassonne. Et ce groupe s'agrège avec celui de José Aboulker, qui a été appelé tout de suite et assez tôt aussi par ses camarades étudiants en médecine. Alors je dirais que c'est à la fois des familles ou religieuses ou professionnelles ou autres, ce sont les liens de solidarité ou de gens sûrs qui s'agrègent avec un objectif. Rigor est conscient de ces divisions au sein de la résistance. En maître espion, il mesure combien elles sont contre-productives. Il décide donc d'organiser avec Hatchari un sommet unifié de la résistance et rapproche royalistes, gaullistes et socialistes. Le 23 décembre 1941, je suis en réunion avec les délégués d'Oran et d'Alger dans le but d'unifier les mouvements existants. Je cite en exemple la Pologne dont l'armée de l'intérieur clandestine est sous commandement unifié et je réussis à les convaincre. Ils veulent mettre Weygand ou le général de Lattre de Tassigny à la tête des opérations. La participation de Weygand ne me paraît pas assurée.
J'explique que moi-même, je ne peux pas prendre part active à leur organisation. La lutte contre Vichy et la préparation d'un futur conflit sont des questions internes à la France. Cependant, je leur propose une aide financière et la possibilité de contacter Londres par radio. La résistance entreprend alors de mettre sur pied une organisation armée pour combattre Vichy. Mais aussi étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, le nom de Gaulle n'est jamais mentionné. On parle de Weygand et du général de Lattre de Tassigny, alors à la tête de l'armée française en Tunisie. Loin d'être des collaborateurs zélés, ils ne se sont pas encore illustrés par des faits de résistance. Rigord n'intervient pas dans ces décisions internes aux Français. Il ne fait que les commenter. Murphy et les 12 apôtres, en revanche, s'en mêlent. Et pour eux, De Gaulle, il n'en est pas question. Ils ont exclu De Gaulle non seulement parce que Roosevelt ne l'aimait pas beaucoup, mais aussi parce que les officiers avec lesquels ils étaient en relation en Afrique du Nord leur ont dit « Ne laissez surtout pas les Britanniques ni De Gaulle venir avec vous, parce que dans ce cas, vous ne trouverez personne ici pour vous aider. » Ils écoutaient ces gens en Afrique du Nord qui étaient des loyalistes et qui pensaient que De Gaulle était un fauteur de troubles. These papers expired 3 weeks ago. You'll have to come along. Halt! Halt! Dans le film, la France combattante, la France résistante, est représentée par la Croix de Lorraine, le symbole gaulliste. Mais la réalité est autrement plus complexe. Et que Hollywood se tourne vers De Gaulle quand Roosevelt persistait avec Vichy, cela prête à sourire. L'opinion américaine n'était pas d'accord avec Roosevelt à propos de Vichy et de De Gaulle. Cette question les divisait plus qu'aucune autre, parce que la population américaine avait fini par accepter De Gaulle. En janvier 1942, j'apprends que mon chef de réseau à Tunis est arrêté avec 2 de nos agents. Quelques semaines plus tard, 2 policiers arrivent de Marseille et posent des questions sur mon adjoint, Łubiński. Pas de risques inutiles. Łubiński doit se cacher. Ma femme a la brillante idée de le déguiser avec une perruque. Le slave bien dégarni se change en espagnol chevelu. Sa mère aurait du mal à le reconnaître. Je le mets hors circuit et je l'envoie à Oran. 2 de mes officiers sont hors de combat. Je demande des renforts à Londres. 3 hommes attendent déjà à Gibraltar. Il faut juste qu'ils débarquent. Entre-temps, 3 résistants arrivent de Marseille et demandent à rencontrer Rigord. D'où connaissent-ils mon nom de code? Est-ce une provocation? Londres me demande de plus en plus d'informations. Nous installons des émetteurs radio supplémentaires à Alger et Casablanca pour satisfaire cette exigence. C'est alors que Washington manifeste son intérêt pour les affaires militaires. Il se trame quelque chose. Un vent de changement semble souffler non seulement de Londres, mais également d'outre-Atlantique. Rigord poursuit donc ses visites chez les vice-consuls, muni de ses volumineux rapports. De temps à autre, il y croise Murphy. Je lui ai dit que, puisque nous sommes alliés, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les vice-consuls puisent dans mes informations, à condition que Washington sache que c'est l'agence Afrique des services de renseignement polonais qui les fournit. Le ministre me gratifie d'un sourire énigmatique et répond « Bien entendu, nous sommes entre gentlemen. » Mais Murphy ne respecte pas cet accord et envoie les informations de l'agence Afrique de Rigord à Washington en les présentant comme siennes. Donc, vous avez ce phénomène incroyable. D'une part, vous avez les renseignements que Rigord envoie à Londres,
pour être traité par les services britanniques. Et d'autre part, vous avez les mêmes renseignements envoyés par les Américains à Washington comme si c'était les leurs, comme s'ils venaient des 12 apôtres. C'était extrêmement dangereux parce que les Américains pensaient qu'ils avaient deux sources d'informations. Les Britanniques leur disaient une chose et les Américains en Afrique du Nord leur disaient la même chose. Donc ils pensaient que tout allait bien. Mais il n'y avait en fait qu'une seule source dont la majeure partie venait de l'incroyable opération de Rigord. Compte tenu de l'attitude de Murphy, rien de surprenant à ce que les informations reçues par Londres et par Washington se recoupent. Ce qui limite alors le danger, c'est que les informations de Rigord sont exactes. La guerre prend soudain un nouveau tournant. Staline exige l'ouverture d'un second front à l'ouest pour réduire la pression sur le front oriental. Churchill veut ce front en Afrique du Nord. Roosevelt, lui, le voit en Europe. Après 6 mois de discussion, décision est prise en juillet 1942. Ce sera l'Afrique du Nord. Ce que Rigord ignore, c'est que la qualité du renseignement a pesé dans ce choix. Les exigences de Londres se font de plus en plus précises et insistantes. Les chefs de la résistance passent leur temps à me demander des contacts pour rencontrer les officiels britanniques à Tanger. Les Américains veulent connaître nombre de détails qui ont été transmis à Londres par radio et non par la valise diplomatique. Il y a quelque chose dans l'air. Mais le quartier général des renseignements polonais ne semble être au courant de rien. En cet été 42, la guerre sévit sur tous les fronts. Les sous-marins allemands infligent de lourdes pertes aux Alliés dans l'Atlantique. À Stalingrad, comme à la frontière égyptienne, les combats font rage. Les ports français d'Afrique du Nord sont de plus en plus utilisés par les forces de l'axe Rome-Berlin comme point de passage du matériel militaire destiné aux Allemands. Les sous-marins ennemis accostent même à Alger. En octobre, une rumeur se répand de façon alarmante partout à Alger. Elle concerne une armée secrète et une possible occupation américaine. La situation est ridicule. La Gestapo ne peut pas ne pas avoir vent de la chose. Peut-être pense-t-elle qu'il s'agit d'un leurre destiné à semer la confusion quant à la véritable cible de l'attaque alliée. Vichy doit également être au courant, mais semble ne pas en faire cas. Des ordres sont néanmoins donnés afin de renforcer les défenses. Phares à côté d'Oran éteints. Stop. Alerte militaire à tous les aérodromes. Stop. Circulation suspendue au port 157. Stop. Ordre aux bateaux de rentrer au port. Stop. Sous-marins au port en alerte. Stop. Les événements s'accélèrent. Le 5 novembre, l'un de nos agents, un Canadien, exige que nous remettions nos communications radio à la résistance. Je préviens Londres de l'incident. On me dit de refuser et de ne pas m'en mêler. Il est vital que les gens qui travaillent pour les renseignements ne se mêlent pas à ceux qui agissent. Le risque d'arrestation est beaucoup trop grand, ce qui signerait l'arrêt de mort de toute l'opération. De l'autre côté de l'Atlantique et de la Manche, un événement historique se prépare. Des milliers d'hommes embarquent sur les navires de la plus puissante armada jamais mise à flot. S'ils savent qu'ils vont combattre, ils ne savent pas encore où. Ce sera le baptême du feu pour la plupart d'entre eux. De son côté, Rigord s'interroge. La rumeur persiste. Aussi, je décide d'en parler directement à Murphy. Il m'informe que les débarquements planifiés sont prévus pour le lendemain et me demande de rester en contact radio permanent avec Londres. Je regarde autour de moi, stupéfait. Vichy vit ces dernières heures en Afrique du Nord. Ce sera le premier territoire à être libéré des griffes d'Hitler
et je serai là pour y assister. Cette nuit-là, je prends la mesure de l'importance des renseignements militaires que j'ai envoyés. Je regarde ma carte, celle où sont inscrites les informations codées que je suis le seul à comprendre. Nous avons fourni un rapport minutieusement détaillé sur chaque division, chaque fort, batterie côtière ou aéroport. Ils connaissent les réserves exactes de munitions, de bombes, d'équipements. Je vois maintenant que Londres a accumulé toutes les données nécessaires à la préparation d'un plan d'occupation de l'Afrique du Nord. Il est probable qu'aucun état-major ne pourra plus à l'avenir obtenir d'informations aussi précises. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. L'armée française applique les ordres de Vichy, elle défend l'Empire. Oran et Casablanca sont plongés dans un bain de sang. Grâce à la résistance, Alger tombe aux mains des Alliés. Pour la première fois dans l'histoire, des Français se battent contre les Américains. Les combats durent 3 jours et font 1800 morts. Pour la première fois aussi dans cette guerre, espionnage et renseignement militaire jouent un rôle décisif. La contribution de Rigord a bien été précieuse. We have victory. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. En fait, l'opération Torche s'avéra non seulement être la fin du début, mais aussi le début de la fin de cette guerre. Elle constitua un véritable tournant. Ses conséquences furent d'une grande portée. Elle servit de prélude à la campagne d'Italie, qui, à son tour, favorisa une offensive alliée de grande envergure en Europe. La situation était désormais sans équivoque. Well, Rick, you're not only a sentimentalist, but you've become a patriot. Maybe, but it seemed like a good time to start. I think perhaps you're right. L'armée française d'Afrique du Nord avait changé de bord et continuait la guerre du côté des Alliés. La France avait retrouvé son rang de membre à part entière de la coalition. Les grandes puissances avaient choisi leur camp. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Je pense que chaque pays a sa propre version de cette guerre. Les Américains pensent que c'était une bonne guerre, qu'ils ont été brillants, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas bien combattu en Afrique du Nord. Ça nous a pris beaucoup de temps pour devenir de bons soldats. Tous ces récits fabriqués ont réécrit l'histoire. Rigord reçut la Légion américaine du mérite et l'Ordre de l'Empire britannique, les plus hautes distinctions de ces deux pays. En travaillant constamment au péril de sa vie sous la menace de l'Axe et des agents vichistes, le major Slovikovski a été un exemple exaltant de sacrifice de soi et de détermination. Dans le contexte de l'opération Torche et des événements qui s'étaient déroulés en Afrique du Nord à l'époque, Rigord aurait dû être acclamé comme un héros. Mais les opérations d'espionnage réussies ont intérêt parfois à rester secrètes. Personne n'avait intérêt à promouvoir Rigord et à honorer l'extraordinaire travail de ce réseau polonais, l'Agence Africa. Il n'y avait rien qui puisse inciter Murphy à promouvoir Rigord et à avouer que Rigord était un type extraordinaire et que c'était lui qui avait donné toutes les informations que nous envoyions à Washington et dont nous tirions tous les honneurs.
Il n'y avait aucun intérêt non plus pour les Britanniques à le promouvoir parce qu'ils vantaient leurs propres services. La guerre froide nous a rendu les Polonais plus suspects qu'ils ne l'étaient pendant la guerre, alors que les Polonais de Londres étaient de notre côté. L'autre difficulté, bien sûr, c'est la situation monstrueuse dans laquelle s'est retrouvé notre ministère des Affaires étrangères pendant le conflit. Il était impératif pour nous de nous entendre avec les Russes, et cela ne nous a pas permis d'être aussi fair-play qu'on l'aurait souhaité avec les Polonais, ce que les Polonais ne nous ont jamais pardonné. Je les comprends. Les Français n'ont pas fait plus grand cas du rôle majeur de Rigord. De Gaulle fut le premier à ne plus reconnaître le gouvernement polonais de Londres et à reconnaître celui mis en place par Staline à Varsovie. Vanter les mérites des réseaux constitués par le gouvernement polonais en exil devenant gênants, ils furent relégués au silence. Et c'est ainsi qu'après la guerre, les services secrets américains, britanniques et français s'attribuèrent tous le travail de Rigord. Chacun en tira gloire, effaçant de la mémoire de l'histoire le rôle déterminant d'un homme de l'ombre. Casablanca loue l'engagement, et la scène d'amour finale en rappelle le prix. Qui dit engagement, dit sacrifice. Qui a sacrifié qui? Qui a gagné? Qui a perdu? Yes, I'm ready. Goodbye, Rick. God bless you. Gotta hurry, you'll miss that plane. À la fin, les héros, réels ou fictifs, s'en vont vers un avenir incertain, loin de tout héroïsme. Victor Laszlo, le résistant, part avec sa femme qui en aime un autre. Et Rigord, comme la plupart des autres soldats des forces polonaises de l'Ouest, ne peut regagner son pays. Dans la nouvelle Pologne staliniste, ils sont considérés comme des traîtres. C'est ainsi que le grand espion oublié finit ses jours comme ouvrier métallurgiste dans le sud-ouest de Londres. À suivre, Archipel Nitrate, un documentaire réalisé en hommage à la Cinémathèque royale de Belgique pour ses 70 ans. Voilà. Toi aussi, il te faut une couronne. 20 ans de création, on les fête ensemble, bientôt sur Arte. There are flowers in my room and they don't need a job. The
just need time to grow and die. And it's guiding my steps all along the way. Up in the sky, there's someone behind, and it's guiding my steps. Up and down the line, stairs helps me divide. Living again. Jeudi. Tu sais qu'il y a une taupe chez nous. Je m'en charge. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Ils savent tous que vous êtes là pour démasquer la taupe. Mais vous révélez un secret. En fait, je suis flic. Tu crois que tu vas me faire plonger parce que t'as mis une taupe chez moi? Vous êtes repéré. Police, geste! Vrai policier, faux gangster Tu veux ma peau? ou l'inverse? Ça va être chaud. Infernal Affairs, des infiltrés à Hong Kong, jeudi à 20h40 sur Arte. Arte aime le cinéma et prolonge la séance sur Internet. Cliquez arte.tv/cinéma sur Arte. Et tout de suite, manière de méditation poétique et philosophique sur le cinéma. Il est des planètes silencieuses, des planètes dont la durée de vie se calcule en secondes. Il est des quadrupèdes légendaires et des images dont la durée de vie est aléatoire. Combien ça dure? Je veux dire combien dure cette soudure entre les cristaux de sel, le nitrate, et cette surface souple et perforée. Combien dure une image? Je disais à un ami, regarde bien, ça va très vite. Un ladro! Un ladro! Che t'è successo? Tu as vu? En quelques secondes, un monde s'écroule. Oui, me disait-il. Bon. Et là, 20 ans plus tard. Oh, la radio! Infermiera, infermiera! È un ladro, è un ladro! Tu as vu? Ça lui colle à la peau, cette image, non? Et du coup, il m'a dit, je ne vois pas où tu veux en venir. Parler du temps, de l'image, c'est ça? Oui, l'image, le temps, le nitrate, qu'on appelait aussi pierre infernale ou cristal de lune. Le nitrate. Et là, il m'a coupé net et il m'a dit « Arrête ton cinéma. Du
Ce matin, un message dans ma boîte. L'ami me disait « Tiens, ça c'est pour toi ». Et là, devant moi, il y avait une chose étrange. Puis j'ai lu à droite et à gauche, et j'ai découvert que c'était la découpe d'un cerveau, une ramification de neurones qu'un scientifique du 19e avait rendu visible grâce au nitrate d'argent. Et de manière presque mécanique, j'ai pensé à ce film où un personnage, habité par des démons, s'agite de bout en bout. Et puis, il finissait dans un cabinet de médecin. Et là, on voyait pour la première fois ce qui d'habitude n'est pas visible à l'œil nu et que le nitrate autorise. Puis l'histoire se terminait assez bien. Le film s'appelait d'ailleurs « Une araignée dans le cerveau ». Viens, Croquette, viens. Viens, n'aie pas peur. Viens. Le nitrate. Image. Je me suis mis aussitôt à faire ma recette. D'où me venait cette certitude qu'à l'origine, la pellicule, avant qu'une couche de nitrate ne la rende photosensible, eh bien que cette pellicule-là était souple et résistante grâce à des gélatines d'origine animale. Je ne sais plus. C'est pas pour toi. Mais j'aimais bien cette idée. Penser qu'à l'origine, la pellicule a une composante animale. Et dire que le cinéma, c'est de la cuisine, au moins 16 fois par seconde, que ça dure un temps, que ça a une odeur. Je veux dire, j'aime penser que chaque photogramme a encore une odeur bestiale. L'odeur, là, dans une boîte. L'autre jour, Marianne, à la cinémathèque, m'a montré une bobine, acide, atteinte par le syndrome du vinaigre, inutilisable, soudée, l'odeur puissante